السلام عليكم الإخوان الأخوات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم على الصبح غادي نايض واش نقول لك. يلا كملت الشغل ديالي وفطرت والى اخره، وغادي انا وولادي انا والعائله ديالي. المهم انا ومراتي وولادي كاملين غادي اليوم واحد البلاصه. تقدر تبقاو معايا حتى الاخر وغتشوفوا ان شاء الله واحد المفاجاه تكون زوينه بزاف. نتمنى تعجب لكم. والسلام عليكم. واش دوقا غادي نبدا قيمتها كي دايرين كارو ان شاء الله كوا راح غاجو مشان هي لك كاردنش تمغا في طروينو. انا خاجنو مشى نهار ان شاء الله انساله نلقى بالمناسبات نعواش على حد ان شاء الله على ابواب ديال الرعيد ونهار نشي نفو وغانا وين غادي تجيبو ديال المغرب هذا المشكل انفق انا حنا عمسي غاجي مشان. نتمنى غادي يعجب قيمتها كي داير الفيديو نكارو. وكنقول لكم ديما عواش مبروكه كاملين وقاهم راه عيد ميمون مسبقا ان شاء الله. وقيمتها كي داير فيديو نكارو ان شاء الله. نتمنى غادي يعجب. قصت يجن 20 مينوت انطلق غاهم مشاني. المهم قيمت الفيديو نكارو فيديو هذا يعجب وتمنى هذا يعجب صوت الطاس. السلام عليكم.
Pour éviter de prendre un oiseau dans la tête, calcule leur trajectoire avant de décoller. Donc si d'un seul coup vous êtes sur leur trajectoire, vous pouvez vous les prendre dans la tête. Ils vont passer près de vous, certains vont passer même très près de vos têtes, donc n'hésitez pas à vous baisser un petit peu au moment où ils passent, pas avant, sinon ils vont calculer la trajectoire encore plus basse, il faudra s'allonger pour qu'ils passent. On évite de les toucher ou d'essayer de les toucher quand ils passent. On essaye de cacher tout ce qui est nourriture au maximum parce qu'il y en a qui s'y intéressent et ça peut mettre le bazar, mais j'ai l'impression que ça va. Et on évite aussi de les caresser s'il y en a un qui se pose à côté de vous, ça peut arriver. On évite de le toucher ou de le caresser parce que même si on les a familiarisés à l'humain, on les a habitués au fait que des gens, tout ça, c'est pas naturel pour eux, ce ne sont pas des animaux sociaux pour la plupart. Le geste de la caresse, ils ne le comprennent pas. Pour eux, ils peuvent le prendre comme une agression. Alors avec une petite chouette de fesses, ça va. Avec un gros oiseau, ça va moins. Il faut pas le faire. Et donc, c'est pas vraiment un spectacle qu'on va vous présenter là. Donc voilà, pour la règle de sécurité, on les touche pas, on pèse la bouche, on pèse pas. Et c'est pas vraiment un spectacle qu'on va vous faire, c'est juste une présentation où on va essayer là de vous présenter nos oiseaux individuellement, un par un pour la plupart, et de parler de leurs caractéristiques nocturnes. Alors des nocturnes qu'on voit chez nous, quand vous présentez les espèces qu'on peut voir chez nous, vous pourrez reconnaître en levant un peu les yeux. On a souvent tendance à regarder par terre et à marcher tout droit, mais en levant les yeux on voit plein de choses. Et donc, un petit nocturne qui va arriver, qui s'appelle Tito. Et voilà, Tito, la chouette effraie. Alors tout le monde connaît la chouette effraie, tout le monde a entendu parler, la chouette effraie ou le feu des clochers. Elle est appelée comme ça parce qu'elle niche souvent justement dans les clochers de nos maisons, ou enfin dans les églises, dans les toits de nos maisons, mais sinon c'est un oiseau qui est cavernicole, qui niche plutôt au creux des arbres. Alors désolé, c'est mon premier spectacle, donc je me concentre un peu aussi sur les oiseaux. Je les connais pas bien et ils ne connaissent pas forcément très bien. On essaye de faire un peu. Et donc ça niche plutôt dans les arbres, mais comme on a énormément déforesté la nature, et elles se sont mises à nicher dans nos maisons, nos granges, dans les clochers. Alors la chaude effraie, qu'est-ce qu'elle mange d'après vous? Des souris, exactement. Ça peut manger des petits souris, des petits mammifères, des micro-mammifères. Tout ce qui est petit en fait, tout ce qui est micro-mammifères. Alors la chose est qu'on voit 4 exemples de tête. Donc des fois, il faut vraiment un petit peu. Effectivement, donc ça chasse plutôt des micro-mammifères. Micro-mammifères, ou tout ce qui est petit, parfois de gros insectes. Et par exemple, un couple, combien d'après vous peut manger de souris par nuit, un couple qui est assez petit à nourrir? Ça peut monter jusqu'à une dizaine de souris, souris, rats, mulots, donc vraiment avoir des chaudes effraie, c'est très bien autour de chez vous parce que vraiment ça va faire un peu de cri. On voit aussi que la chouette effraie a des yeux très très noirs, donc on a pour habitude de dire que les chouettes sont nocturnes et qu'elles ne voient rien la journée. Alors si, elles y voient la journée, sinon elles ne pourraient pas venir et voler avec vous comme ça, en plein jour. Par contre, elle est effectivement beaucoup plus adaptée à la nuit, et c'est une règle générale chez les nocturnes, quand on voit les yeux qui sont plutôt noirs, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus spécialisés pour la nuit. Donc là, chouette effraie, on voit les grands yeux noirs, on va voir aussi plus tard un autre petit nocturne qui lui aura les yeux très noirs. Et donc voilà, chouette effraie, dame blanche. Alors pendant un moment, elle a été clouée aux portes, parce que c'était l'oiseau du diable, parce qu'elle faisait des bruits qui faisaient un peu peur. Voilà, ces petits bruits باش توري وزمع غنتسيو الميمين صوت الويوة برناني بوكيت كيكي سجنو يستي جوابات. Alors qu'on voit bien que voilà, c'est Allez. Alors, je vais essayer de bien vous la montrer d'un peu plus près, si elle veut bien. Alors, c'est toujours s'ils veulent bien avec les oiseaux, on ne peut pas les forcer, les contraindre. C'est pour ça qu'on appelle pas ça du dressage avec les rapaces, c'est de l'affêtage. Traditionnellement, qui veut dire mettre sur le fait. Dressage, c'est un forme de soumission. Prends de la hauteur, Émeric. On ne peut pas vraiment avoir avec les rapaces, on les met plutôt clair.
Et donc je pense qu'on va commencer à la rentrée tout doucement. Ouais. On va commencer à la rentrée tout doucement et on va en sortir un autre. Un petit nocturne lui aussi. Alors pour les particularités des nocturnes, il y a plusieurs particularités notables, notamment la vision de nuit, qui est due Donne pas. à leur mode de chasse. Ils ont aussi un vol silencieux, alors donc on les entend pas quand ils volent, voilà, timide, ça c'est la chotilote, c'est celle qu'on entend. Tout doucement échancré, ils ont plein de petits barbules et ça a pour effet de vraiment lisser le son de l'air, en fait, ils ne font aucun bruit. Avec un petit nocturne, c'est pas très probant de le montrer comme ça, mais plus tard on va avoir un grand nocturne qui lui est beaucoup plus audible de rien entendre. Donc on voit qu'il préfère voler avec Mélanie. Moi je ne me connais pas, donc on voit bien que c'est pas que la nourriture qui entre en compte, c'est pas la nourriture qui fait le lien avec l'oiseau. La nourriture est un vecteur qui nous permet de le créer. Mais vraiment un oiseau, s'il ne vous aime pas ou s'il ne vous connaît pas, il ne viendra pas avec vous. Il viendrait probablement à côté de moi. Si je le mettais à côté de Mélanie parce qu'il a confiance en Mélanie, et au nom de la confiance qu'il a en Mélanie, il accepterait peut-être de venir avec moi. C'est pas si évident que ça, peut-être que là il doit bien vouloir. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tombé. Ouais. Voilà. Autre particularité des nocturnes, ils ont une audition très évoluée. Ils chassent quasiment autant grâce à leur vision nocturne que grâce à leur audition. C'est dû au fait qu'en fait, sous leur plumage, leurs oreilles sont décalées. Il y en a une qui est plus haute que l'autre, et donc ils entendent le son en 3D. Donc ils scannent le son en 3D, donc vraiment une image mentale du son et de ce qui les entoure avec le son. Je vais essayer de monter un peu. Quand il est passé le vent. Donc là il a compris. Il a compris que je l'ai fait avec un petit morceau de viande quand même. Je vous montre pour la soutenir, tout ça c'est juste qu'ils le connaissent. Ça les amuse. Et je sais plus ce que je disais. Alors soyez indulgents avec moi, hein, c'est mes premiers commentaires. C'est vrai. Ouais. Voilà, la petite cotulotte, qui elle aussi est cavernicole, hein, qui niche plutôt dans les arbres. Bon. Donc là, on voit bien la préférence qu'il a pour Mélanie, parce que moi, il met du temps à venir. Mélanie, c'est direct, même avec le vent dans le dos, c'est direct. Donc c'est une histoire de confiance qui se crée avec le temps, hein, c'est pas une qui se gagne, il faut gagner leur confiance. Et ça ne se fait pas en 2 jours. Et j'ai commencé il y a 2 jours. Ils ne me connaissent pas encore, moi non plus je ne me connais pas vraiment encore, parce que chaque rapace a vraiment une individualité, une personnalité qui lui est propre, et qui est très marquée, qu'elle soit forte ou dure ou faible ou douce. Les rapaces ont une personnalité très marquée, et on ne peut pas modifier cette personnalité, pas comme un chien qu'on peut plus ou moins modeler comme on veut. Les rapaces, eux, restent ce qu'ils sont, toute leur vie, on doit composer avec eux, trouver un équilibre. Alors ça se voit pas comme ça, hein, quand on fait de petits rappels et tout ça, là en spectacle, mais vraiment dans la vie de tous les jours, on le sent plus. Et comme la chouette est faite, il va chasser des petits mammifères, voilà, micro-mammifères, tout ça. Il fait moins petit que la chouette effraie. La chouette effraie, pour pallier le fait qu'il y a énormément de morts à la naissance, elles font énormément d'œufs, la hulotte en font un peu moins. La chouette effraie, hein, ça fait jusqu'à 6, 7, 8 œufs. Des fois, il y a 8 petits dans le nid chez les effraits. La hulotte, c'est un peu moins, ça peut quand même monter à 5, 6. Voilà, on va peut-être pas tarder à la rentrée s'il devient moins réactif. Voilà. Okay, on voit aussi les grands yeux noirs, typiques des oiseaux qui sont vraiment nocturnes. Eux sont vraiment beaucoup plus spécialisés pour la nuit. Et
bien merci à Kawen, on peut l'applaudir un peu parce que c'est pas évident pour un nocturne de venir voler quand même 2 jours. Avec nous, avec le tour des enceintes, on a dit qu'il scannait le son du grand duc d'Outa. D'Europe, un grand duc de chez nous, c'est le grand duc que vous pouvez voir en France. Alors là, c'est un mâle, donc on vient carceler. Traditionnellement, en fauconnerie, on appelle le mâle le carcelet et la femelle la forme, parce que le carcelet est donc un quart plus petit que la forme, que la femelle. Chez les rapaces chasseurs, en général, les mâles sont plus petits d'un tiers, les femelles sont plus grosses, et souvent avec un caractère plus trempé. Et là, aujourd'hui... Alors, à quoi on reconnaît vraiment la différence entre une chouette et un hibou? Un hibou, il est gros, mais les hiboux sont très petits, plus petits que les chouettes qu'on vient de voir. C'est prendre les photos. Non, il pas même il prend moi, il reste mal de moi. Alors là, on les voit pas. Parce qu'ils les cachent. Voilà. L'humeur, ça peut peut-être aussi leur permettre. C'est peut-être aussi des organes sensoriels, ça leur permettrait de sentir un peu le vent, de pouvoir se diriger, de sentir parfois certaines petites choses qui nous échappent à nous, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes capacités. Hein. Hibou grand-duc, alors c'est un super prédateur malgré cette attitude un peu passive. Il y a certaines femelles d'hibou grand-duc qui des fois attrapent des renards, hein, des jeunes renards, hein, ça peut arriver. Ça arrive des fois que alors malgré cette attitude passive aussi, les hiboux sont très intelligents. Alors il a le vent dans le dos, essaye de monter. On y va, Boubou. Oh voilà, il est plutôt passif, le hibou, il dit rien, il est posé, il bouge pas jusqu'au moment où il se déclenche pour aller faire quelque chose ou pour chasser. Et là, il devient très efficace. On voit qu'il y a quand même de belles serres, hein, c'est des belles papates. Un hibou grand-duc a quasiment autant de force dans les pattes qu'un aigle royal, il faut le savoir. Un aigle royal, une femelle, ça peut monter à 50 ou 60 barres. Lui, il doit avoir à peu près 40 barres de pression vraiment dans les pattes. Si là, il décidait de vraiment serrer mon dent, il me ferait mal quand même. Combien il pèse? Lui, il doit être à... Il a combien, il a combien, 1,7 kg 1,7 kg. Merci Mélanie, voilà, je ne les connais pas bien encore, donc je ne connais pas par cœur leur poids. Lui, il est à 1,7 kg. Voilà, une femelle peut monter quand même à 2 kg. Le hibou grand-duc, donc il est beau, et donc vous voyez ce plumage un peu là, tacheté, brun. En réalité, le hibou grand-duc, si on le met, même la plupart des hiboux, beaucoup de nocturnes, si on les met... S'il y a un arbre derrière lui et qu'on le met entre vous et l'arbre, en fait, on ne le verra presque plus. Il a un plumage qui est très efficace. Là, s'il reste posé dans un arbre, on ne le verrait quasiment plus. Et on dit que ça s'appelle un plumage triptyque. Plumage qu'ils ont acquéri au fur et à mesure du temps et de l'évolution. C'est ce qui a fonctionné le mieux dans ce qu'a essayé la nature. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit, lui? Même si on dit que c'est un nocturne, elles sont de quelle couleur, les yeux? Voilà, ils sont plutôt orange feu. Alors, on dit que le hibou est un nocturne, c'est pas vraiment vrai pour le coup. En fait, le hibou est crépusculaire, il chasse plutôt à la tombée de la nuit. Donc, on a dit des yeux noirs. Hop là, Boubou! Donc, il est crépusculaire, il chasse plutôt à la tombée de la nuit. Et ça, on le voit avec ses yeux couleur orange, plutôt orange feu. Et donc c'est pas vraiment un nocturne le grand-duc. Il peut aussi très bien vivre la journée. Néanmoins, il est quand même classé dans les nocturnes, dans l'ordre des strigiformes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a bugué, voilà, les hiboux des fois il bug un peu. Allez, on y va. Donc là, c'est pareil, hein, il me connaît pas bien. Donc il faut des fois le temps de venir. On va peut-être le rentrer, non? Est-ce que tu veux essayer de venir le rentrer, oui? Alors des fois, les hiboux préfèrent faire un long vol. Ils préfèrent parce qu'ils voient bien de loin, ils se sentent. Et de loin, ils viennent. Alors on va voir si c'est ça. Alors là, on perturbe totalement leurs habitudes à nos oiseaux parce que Émeric et moi, on est deux nouveaux. Les oiseaux ne nous connaissent pas. Donc c'est beau qu'ils volent avec nous déjà. Tu veux pas? Bon, déjà, il nous regarde, c'est bien. Des fois, il nous snob totalement, il regarde ailleurs, il dit bien qu'il n'en a rien à faire de nous. Hein. Voilà. Donc, on va rentrer tout doucement. Édouard, notre grand-duc, on peut l'applaudir aussi parce que c'est un oiseau
c'est plutôt timide. C'est pas facile à faire voler en présentation des nocturnes. Ce sont des oiseaux qui sont pas forcément proches. Alors là, par ce cri, par ces positions, elle nous annonce qu'ici, c'est chez elle. Donc ici, c'est chez elle. On le garde à l'esprit. Ouais, bouge pas trop, petit. Voilà. Alors, elle ne l'a pas attrapé, c'est pas grave. On va voir si elle veut bien nous refaire un passage. Dana, allez. Voilà, ça c'est la différence entre un aigle et un pigargue. Le pigargue, il pêche, donc il va manger essentiellement des poissons, mais aussi des oiseaux d'eau. Hein. Il peut très bien attraper un canard qui se trouve sur la surface de l'eau, mais d'une façon générale, il chasse ce qui se trouve à la surface de l'eau ou au bord de l'eau, ou légèrement sous la surface de l'eau à quelques centimètres, mais c'est pas un oiseau qui va plonger pour aller chercher de l'eau. En revanche, on a un rapace qui plonge, et qu'on voit parfois en France, ça c'est un lion. On a un rapace qui plonge vraiment dans l'eau et qui descend des fois à quelques mètres pour aller chercher ses proies sous l'eau. C'est le balbuzard pêcheur qui lui plonge, serre et tête en avant, elle en arrière et plonge. Le pigargue, il écume, on dit qu'il écume la surface de l'eau pour attraper ses proies, puis il va se poser pour aller manger tranquillement. Et c'est ce que nous fait Dana. Alors Dana, elle vit un peu partout en Amérique du Nord. Et Dana est une fille. Allez, on va lui demander si elle veut bien de pêcher une dernière fois. Elle va manger tranquillement son petit... Alors qu'est-ce qu'on lui donne là? Normalement, elle mange du poisson, Dana. Mais là, on lui donne des bouts de poussins. Enfin, des poussins. Alors, mais c'est ce que vous avez dans les nuggets. Et ils sont morts avant qu'on les envoie, hein, donc pas de souci de ce point de vue-là. Je vais tenter un rappel au coin avec Dana, voir si elle veut bien venir vers moi. Elle ne me connaît pas vraiment non plus, elle peut aussi là le tester devant vous, donc on va voir comment ça se passe. Et après, je vais la renvoyer à Mélanie, qui va me sauver des griffes de Dana. Allez, Dana? Allez, ma belle. Alors là, si elle me refuse, il faudra que Mélanie vienne à ma rescousse. Allez, Dana, là. Alors c'est beaucoup plus naturel pour elle d'aller pêcher que de venir au gant. Dana, allez. Elle veut pas. Bon, si elle veut pas, on va pas la forcer. Et Mélanie, voilà, là, elle me tourne le dos, elle me tourne le dos, elle commence à retourner un peu plus en direction de sa volière. Donc ça veut dire que là, le pigargue de chez nous, il a le même mode de fonctionnement, le même mode de vie que le pigargue à tête blanche. Les pigargues à tête blanche ont aussi un mode de chasse en groupe, enfin en groupe, plutôt en couple. Des fois, vraiment les deux vont chasser la même proie ensemble dans le même but et peuvent se partager la proie, ce qui est très rare chez les rapaces. En général, les rapaces chassent pour eux-mêmes, hein. Ils chassent rarement pour d'autres, ou peut-être pour leurs petits, mais c'est très très rare que les rapaces chassent vraiment en groupe. Hop! Donc là, Tara m'a testé un peu, j'étais pas assez rapide. On va voir ce que va nous dire Tara à présent. Hop! Baissez-vous bien. Moi aussi, je me baisse. Hein, alors Tara ne me connaît pas vraiment non plus. On va voir si elle accepte de venir vers moi. Allez, ma belle. Voilà, grosse bouillette. Putain, c'est tombé. On va voir ce qu'elle dit. Mozen. Et voilà Tara, la belle pigargue à queue blanche. Pigargue de chez nous, baissez-vous bien. Je vais lui demander encore un rappel, on va voir si elle accepte. On va voir ce qu'elle dit. Tara? Allez ma belle. Allez, on y va. Voilà, wow, la grosse. Vas-y Mélanie. Vas-y Mélanie. Bon. On va voir si Tara veut nous faire un dernier. Une petite passe comme ça, je la reprends.
Voilà, on va essayer de la prendre par là. Bon, c'est un peu difficile des fois, c'est des animaux qui sont caractériels, des pigargues. Oh. Voilà, le pigargue. Gros, caractériel, puissant. C'est une feuillie en plus. Donc on va voir s'il veut, hein. C'est pareil, c'est comme tout, avec tous les oiseaux. Parfois ils veulent, parfois ils veulent pas. Non, c'est une feuille, la vie, plaf. Alors n'ouvrez pas trop la bouche quand vous levez les yeux. Ça peut être. Alors les milans le matin, bon, en général ils n'ont pas trop envie, hein. Ça va plutôt être cet après-midi. En plus, encore une fois, leurs habitudes sont perturbées, c'est pas moi leur fauconnier habituel. C'est là-haut, qu'est-ce qu'on voit qui passe là, tout noir? Ça, qu'est-ce que c'est, tout noir, tout tendu? Grand cormorant, exactement. Ouais, je vois qu'il y a des yeux affûtés. Bon, bah les milans sont partis. Bon, alors, le milan, lui, c'est plutôt un opportuniste, hein. Il va attraper ce qu'il trouve, des petites proies déjà mortes, des gros insectes. Ils sont aussi appelés oiseaux de feu. Merde, alors, ils sont aussi appelés oiseaux de feu. Pourquoi? Parce que ils profitent des fois des incendies pour aller attraper des gros insectes qui... Hop là! Donc, vous avez vu, son truc à lui, c'est d'aller attraper en l'air. On va voir s'il voudrait nous le refaire et l'attraper. Donc c'est pas... Allez, Haro. Alors Haro, lui, il est assez sensible. Il n'est pas très proche des humains, ni du public. Donc voilà, il part un peu loin. Peut-être que Sawana... Ah, il l'a tapé. Bon. En général, c'est vraiment l'après-midi qui sont plus... Et donc voilà, donc, des fois, les milans sont aussi connus pour... Ah, il fait des feintes. Donc là, c'est parce qu'il ne connaît pas. Il fait des feintes, il fait je viens pas, je viens, j'accélère, je freine. En fait, il teste un petit peu. Il essaye de jauger un petit peu ce que je fais, ce que... Voilà. Il sait très bien que je jette à manger, mais bon, les gars, il n'est pas affamé, hein, sinon il jetterait dessus. Et donc, ils sont appelés oiseaux de feu parce qu'ils profitent des incendies pour aller attraper les insectes qui s'envolent et qui fuient les incendies, ou les petites proies qui auraient pu se faire brûler dans les incendies. Ils les mangent aussi. Et parfois, les milans noirs, ça a été observé, prennent des petites brindilles un peu embrasées dans leurs pattes, vont la mettre ailleurs, mettent le feu ailleurs, et profitent comme ça. Donc en Afrique, ils font un peu attention aux milans, parce que c'est un oiseau migrateur, ils remontent chez nous plutôt en été. Et l'hiver, il redescend en Afrique. C'est un oiseau qui vit là où il fait chaud, hein, normalement. Les milans noirs, à l'état sauvage, on en voit quelques-uns qui montent parfois en Bretagne. On en voit quelques-uns qui montent en Bretagne, mais en général, bon, ça reste plutôt au sud de la Loire. Donc voilà, les petits milans, bon, je vais peut-être pas trop là. Ah, qu'est-ce qu'ils volent là-bas? Vous reconnaissez là? Qu'est-ce qu'ils mouette? Bon bah aujourd'hui ils n'ont pas envie, ils font pas trop d'efforts, on va pas trop les énerver. Non, ils volent pas. Bon, c'est pas grave, on va passer à d'autres oiseaux. Mettre à la surface de l'eau, il plonge et hop, 1, 2, ça va très vite, regardez bien. Ils pêchent très efficacement, hein, ils savent poursuivre, attraper, ça va très vite. Hop là. Et comme vous pouvez voir, pour manger, ils remontent chaque fois à la surface. Ils descendent, ils attrapent, ils remontent manger à la surface. Les cormorans ne peuvent pas manger sous l'eau, c'est pas possible. Et voilà. Donc voilà, je crois qu'ils ont tout attrapé. Ils ont tout attrapé? Oui, bon. Donc on va laisser les autres venir aussi. Et eux, on va pas leur demander d'attraper ou de chasser, on va leur donner gratos des petits bouts de poisson. Donc le cormoran, on voit qu'il nage très bien, qu'il est très bon nageur. Et là vous allez voir que, hop là, vous voyez, il y en a qui attrapent des fois plusieurs petits morceaux sous la surface, mais pour vraiment les avaler, ils remontent.
Alors le cormoran est régulièrement accusé de vider les étangs, les lacs de tous leurs poissons parce qu'on dit généralement que le cormoran mange son propre poids en nourriture chaque jour. C'est faux, un cormoran ça pèse entre 2 et 3 kilos. Il ne peut pas manger 2 et 3 kilos de nourriture, ça revient à manger chaque. Imaginez si nous mangeons notre propre poids en nourriture, c'est impossible, c'est pareil pour eux. Même s'ils ont un jabot, en général, ce qui va pour eux, c'est 200 à 300 grammes de poisson par jour, ça fait 2-3 petites truites. Voilà, c'est pas des. Ils sont pas aussi voraces qu'on le dit, mais encore une fois, comme les gens qui ont des bassins, ou voilà, les voient comme des compétiteurs, et bien, ils sont accusés d'être de féroces bêtes voraces, alors que bon, c'est les petits cormorans. Et donc là, on voit un thème, on voit que le plumage n'est pas tout à fait encore aussi sombre que les adultes. Donc là, ils ont tous un plumage adulte, sauf un qui a son plumage de jeune. Une particularité du plumage chez les cormorans, c'est que la plupart des oiseaux sont imperméables à la pluie glisse sur leur plume. En fait, au-dessus de la queue, ils ont une glande qui s'appelle la glande urotigienne qui fait une sorte d'huile avec laquelle ils se repeignent les plumes, ce qui fait que ça les rend hydrofuges, ça les rend imperméables à la pluie. Alors le cormoran, lui, il a les ailes qui sont imperméables à la pluie, mais pas le reste du plumage. La structure des plumes n'est pas la même, elle n'est pas aussi attachée, pas aussi liée que les plumes qu'on a l'habitude de voir. Et donc, quand il plonge, vous voyez, ça fait plein de petites bulles. En fait, il se vide de son air pour vraiment se gorger d'eau pour pouvoir plonger et nager plus efficacement. Et il sèche en remontant à la surface. Alors, on voit, je ne sais pas si y en a un qui va nous le faire, c'est cette position typique du cormoran qui se met comme ça. Alors, en fait, il sèche en sortant de l'eau, il laisse l'eau partir de son plumage écoulé, et le fait de battre légèrement des ailes comme ça, c'est vraiment pour favoriser la digestion en fait, c'est pas pour qu'est-ce qu'on... Écoutez, je pense que c'est fini. Je vais vous laisser aller manger. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, Mélanie et Emric, on reste à votre disposition pour y répondre. Et donc, merci à vous d'avoir été patient avec moi, merci à nos oiseaux, et en partant, essayez de ne pas franchir la ligne blanche. On essaye de ne pas franchir. السلام عليكم. مش نتمنى من التوالي غادي فيديو يعجبهم صوت التسمير يعجبهم وتتمشى تشارك في القناه نبدا مش نبقى غادي ندوي الجديد دواد فيديو انكارو نتمنى غير كلي يعجبهم صوت الطاس تاع المفاجات غدا مني وان شاء الله بديت ندوي الجديد. وكيفاش قلت لكم هذا هو الفيديو اللي وعدتكم به، نتمنى يكون عجب لكم بزاف بزاف بزاف. وهذا الشيء اش نقول لك، حتى انا اول مره غنجي نقول صراحه من جيت لهنا فرنسا فما مشيت، ولكن اليوم مشيت نتسالى وعجبني بزاف بزاف. هاد البلاصه كاينه في لابغوطان، في لابغوطان ما بعيداش بزاف على كامبير، ماشي بزاف شي ساعه هكا تقريبا. وهاد الفيلا زوين بزاف، اي سميتو اللي بغى يجي عنده اي سميتو. نتمنوا تكونوا شفتوا السميه ديالو، ومرحبا بكم كاملين، وكنقول لكم راكم عزازين وغاليين ونتمنى. والسلام عليكم. كلمه عزم سوا طاسيتهم دوادي اسم الناس مراكش دي ساقدي كما يقشوا كامبير اقدي لا بغوطان يلا. نتمنى كنو اريج فيديو نوني ان شاء الله وقين ذكري. السلام عليكم.